Je constate simplement qu'effectivement, il y a peu de pensées chez les juristes qui sont obligés de travailler au quotidien. C'est-à-dire ils font 10 heures par jour avec des textes de loi et des cas concrets. Ils sont nominalistes et ils ont autre chose à faire que de faire de la philosophie juridique. Ils en ont fait avant quand ils ont fait des études. Quand il leur reste un peu de temps, d'autonomie ou de liberté, ils peuvent le faire. Moi, j'ai fait une thèse de philosophie politique et juridique. Donc je sais à quoi ressemble l'État. Je savais à l'époque à quoi ressemblait l'état de la réflexion sur le droit. Vraiment, c'était pas très élevé. Il n'y avait pas grand-chose. La bibliothèque, c'était vraiment très peu de choses. Et je pense qu'il faut que les juristes soient des philosophes. Il faut que les magistrats, l'avocat général, l'avocat, etc., que tous ces gens-là qui sont doués de leur savoir pratique, qui sont doués de ce qu'ils savent, de ce qu'ils voient du réel, puissent penser la loi en regard de ça. Non plus en termes platoniciens en disant le bien c'est ça, mais en disant il faut que le bien ce soit le bon. Et que la loi, ce soit le bien, qui soit le bon, et qui soit le bon pourquoi. Alors disons-le, pourquoi la cohésion sociale, la communauté sociale, la possibilité d'une paix sociale, enfin ce vers quoi vont toutes les politiques, et ce que normalement devrait garantir le droit. Moi, je reste marxiste sur ce terrain-là. Je crois que le droit est toujours une superstructure idéologique, disons-le dans le vocabulaire de Marx, c'est-à-dire une règle du jeu fabriquée par les puissants pour soumettre les petits. C'est comme ça, et c'est toujours comme ça que ça marche, le droit. C'est théoriquement fait, c'est théoriquement fait pour la veuve et l'orphelin, mais ceci dit, si vous détournez 3 centimes dans un supermarché, vous êtes au commissariat tout de suite. Si vous êtes président de la République et que vous détournez des millions pendant des années, le commissariat, c'est pas pour tout de suite. Et on va même vraisemblablement faire des textes de loi qui vous permettront d'échapper à la loi qui permettra d'échapper à la loi. Qui fait le droit? Qui fait la loi? Même pas les députés. On va pas me faire croire que quelqu'un qui instite dans sa campagne, militant du Parti socialiste, élu à l'Assemblée nationale, a des compétences en termes juridiques. Ce sont des cabinets, ce sont des spécialistes, ce sont des techniciens du droit qui fabriquent le droit. Et il y a toujours ce que j'appelle l'épistémée judéo-chrétienne, toujours cette façon de dire on fait la loi pour le plus grand nombre, pour la totalité, il y a une égalité de chacun devant la loi. Ça, c'est une espèce de déclaration de principe. C'est l'espèce de religion du droit. Et je me battais avec ma directrice de thèse là-dessus parce qu'elle y croyait absolument, l'égalité de chacun devant la loi, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez dans les tribunaux. Et vous verrez que, suivant, et revenons au XVIIe siècle et à La Fontaine, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et c'est toujours la vérité. C'est toujours comme ça que ça se passe. Vous avez intérêt, quand vous êtes délinquant, à être un délinquant haut de gamme en col blanc, plutôt que d'être beurre et de piquer des mobylettes ou des scooters en banlieue. C'est plutôt comme ça que les choses se passent. Regardez comment la jurisprudence nous enseigne ces choses-là. Elle avance doucement, très doucement, et contrainte par le temps, et contrainte par l'histoire, et souvent avec un retard considérable. Regardez par exemple l'état du droit français sur le terrain des biotechnologies, de ce qu'on appelle la bioéthique. C'est consternant. On est au Moyen-Âge. On est au Moyen-Âge. Ah oui, il y a la loi. Elle existe, la loi. Elle est censée défendre quoi? Le bien de notre société. C'est quoi le bien de notre société? C'est souvent le bien des parents qui sont mariés et qui sont dans une logique. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est pas, le droit ne défend pas des gens qui sont hors famille, qui sont hors sexualité classique et normale. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Évidemment, on ne défend pas la pédophilie, mais on ne défend pas vraiment non plus l'homosexualité. C'est pas facile d'être homosexuel sur le terrain juridique et sur le terrain social et sur le terrain politique. Donc je crois que la loi est théoriquement, effectivement, une règle du jeu transcendante, mais pratiquement, elle est immanente et elle reflète le rapport de force social, le rapport de force politique. Il y a très longtemps, j'étais allé en Union soviétique et je m'étais procuré la constitution de l'Union soviétique. Il n'y avait pas plus constitution libérale ou libertaire que le texte de loi qui nous disait ce qu'était l'Union soviétique. Tout était fait pour le peuple, tout était pour le prolétariat, tout était fait pour l'ouvrier, etc. Il n'y avait pas mention du goulag dans la constitution soviétique à l'époque, à l'évidence. Donc le droit, je suis assez circonspect à l'endroit du droit. Très deleuzien, très foucaldien, très nietzschéen sur ce sujet-là. Je crois que c'est une règle du jeu posée arbitrairement, et elle exprime la plupart du temps, la loi, un rapport de force dans un moment donné, et il faut faire évoluer ce rapport de force pour qu'un jour, on finisse par dire, bon ben voilà, les Juifs, ils ont bien le droit d'exister autant que les autres, et vos lois, elles étaient des lois iniques. Elles étaient des lois iniques, les lois de Vichy. Le Code noir, dont personne ne parle ou très peu parle, fait la démonstration que l'Église catholique et les pensées juridiques à l'époque sont mélangées dans la conception d'un Louis XIV qui justifie légalement l'esclavage.
Il y a des textes de loi qui justifient l'esclavage. Il y a des textes de loi qui nous disent qu'une personne de couleur n'est pas une personne, n'a pas d'âme, est un sous-citoyen, même pas un citoyen, n'a pas d'existence. On intègre les gens de couleur aux animaux, aux biens meubles et immeubles du propriétaire. C'est un texte de loi qui le dit. C'est un texte de loi, le code noir. Mais celui qui est monomaniaque, mon adversaire, celui qui veut pas comprendre ou qui n'a pas intérêt à comprendre, il pointe du doigt la phrase qui lui plaît pas, et puis il insiste dessus. C'est des procédés qui ont toujours existé. Le problème, c'est je ne peux rien y faire. Moi. Je veux dire, j'aurais pu écrire un bouquin universitaire de 450 pages, vous prenez une phrase, vous l'isolez de son contexte. Ils font mieux que ça dans la presse, parce que parfois même ils prennent la phrase, ils enlèvent des mots dedans, ils font des coupés-collés, et elle dit le contraire de ce qu'elle voulait dire au départ. Aude Lancelin, celle qui fait la minute blonde chez Culture et Dépendance, il y a beaucoup plus de dépendance que de culture, comme chacun a pu remarquer, s'est amusée dans un article du Nouvel Obs, pour démontrer que j'étais un auteur misogyne, je sais pas trop quoi, a dit que je faisais l'apologie du viol. Et comme elle n'a pas trouvé dans mes livres, parce que je fais pas l'apologie du viol dans mes livres, effectivement, je parle de la complexité de la question du viol, en voyant que le viol, par exemple, dans l'affaire Mike Tyson, est pas la même problématique que le viol dans l'affaire Dutroux. C'est facile à comprendre. Et comme elle trouve pas les phrases qu'elle cherche, et qu'elle est paresseuse, et puis surtout qu'elle fait un travail de police, c'est-à-dire de destruction de flics instrumentalisés et d'idiotes, alors elle prend une phrase et elle enlève des mots dedans, vous voyez, et la phrase à la fin dit le contraire de ce que dit la mienne. Alors j'envoie au journal la vraie phrase, je vous demande de mettre la vraie, puisqu'elle dit le contraire, et ils le font pas de droit de réponse. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? C'est, si moi, dans ce qu'on se dit là, vous coupez des mots au montage, et je vous dis... je vous dis j'ai croisé Jean-Marie Le Pen et j'ai voté Chevènement. Vous coupez et puis ça dit j'ai voté Jean-Marie Le Pen. Et puis que si je vous fais un procès on dit non, c'est vos mots, ils les agencent comme ils veulent parce qu'ils ont le libre choix de prendre ce qu'ils veulent dedans. Qu'est-ce que je peux répondre? Et en fait on en est là aujourd'hui en France. On en est strictement là. Et la loi en est là, c'est-à-dire qu'on dit non, ils ont le libre à eux de choisir des extraits. Mais si vous enlevez le ne pas, vous voyez, avec la négation d'une affirmation, on dit ils ont le droit d'enlever 2 mots dans la phrase. Ça s'appelle un extrait. On en est là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux rien faire. Je suis en justice. Mais je perds en justice. Vous rigolez ou quoi? Vous croyez que ça existe la justice en France? Vous avez vu des pédophiles sérieux condamnés? Quand il y a le procès d'Outreau, c'est que des innocents pauvres qui partent au trou, alors que on sait que la pédophilie de riches, personne ne va jamais au trou. Je veux dire, il suffit de s'intéresser à ce genre de sujet, ça n'existe pas la justice, c'est une mascarade. Je veux dire, c'est-à-dire que si vous n'avez pas des puissants réseaux derrière vous, et si vous n'êtes pas dans le sens de l'idéologie dominante, vous en prenez plein la gueule, ou alors il faut 25 ans de combat acharné pour à la fin avoir raison. Et pendant ce temps-là, vous êtes épuisé dans un combat stérile. C'est-à-dire que moi, j'écris des bouquins, comme on sème des graines dans une terre aride, et puis de temps en temps, il y a une fleur qui pousse. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme vous qui viennent me voir et qui ont compris ce que j'écrivais. Mais les gens qui peuvent me traiter de fasciste, d'antisémite, de misogyne, d'homophobe, de tout ce qu'ils veulent, quand vous passez en justice, racontez une histoire technique. Bon. Vous avez la technique. La technique, c'est la technique qu'il y avait autrefois dans les châteaux. Quand vous rentrez dans un château, vous étiez attaqué de flanc, de paix, vous passiez par des caissons étanches. Et on vous traitait différemment suivant votre grade. Bon. La justice, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont coupé un compartiment, c'est le jargon. C'est-à-dire qu'il faut passer des épreuves. Et chaque fois qu'il y a des épreuves, il y a des choses trappes. Et ce qui est astucieux, c'est que ce que vous pouviez faire à l'étape 1, vous ne pouvez plus le faire à l'étape 3. Illustration. Donc, dans le cas de la diffamation, d'abord on vous dit, est-ce que vous plaidez la vérité ou pas la vérité? Est-ce que vous plaidez l'insulte ou la diffamation? C'est déjà extrêmement compliqué. Bon. Alors il faut rentrer dans une case. Et si vous êtes trompé de voix, on dit, attends, vous avez peut-être raison, mais il fallait prendre l'autre couloir. Donc là, comme vous avez des spécialistes des choses trappes, ça s'appelle les juges, ça s'appelle les avocats, et donc ils vous orientent. L'idéal, c'est quand vous avez votre avocat qui vous tire dans le dos, d'ailleurs. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, en fait, la justice n'est possible que quand vous avez affaire à une personne. C'est pour ça que c'est intéressant. Louis XIV recevait 2 jours par semaine le moindre de ces sujets. En 1577, Jérôme Lippomano, autre ministre de la République phénicienne, constate que, durant le dîner du roi de France, un chacun peut s'approcher librement de lui et lui parler, comme il le ferait à un simple particulier. Louis XIV écrivait « Il y a des nations où la majesté des rois consiste pour une grande partie à ne se point laisser voir, et cela peut avoir ses raisons parmi les esprits accoutumés à la servitude, qu'on ne gouverne que par la crainte et la terreur. Ce n'est pas le génie de nos Français. Et,
d'aussi loin que nos histoires nous peuvent instruire, s'il y a quelque caractère singulier dans cette monarchie, c'est l'accès libre et facile des sujets au prince. C'est une égalité de justice entre lui et eux, qui les tient, pour ainsi dire, dans une société douce et honnête, nonobstant la différence presque infinie de la naissance, du rang et du pouvoir. On entrait dans le palais du roi comme dans un moulin. Les étrangers ne cessent d'en exprimer leur surprise. Le château presque dans son entier sont ouverts à tous, sans distinction de nationalité, de rang ou d'appartenance. Sont uniquement interdits les vêtements négligés et les tenues de deuil. Et le roi a donné à chacun de ses sujets le droit de s'adresser directement à lui, par écrit ou de vive voix. Une épée? Mais mon bon monsieur, auriez-vous l'intention de nous tuer? Dans notre pays, les princes portent l'épée. Et je vous conseille d'en louer une si vous souhaitez circuler librement dans le château. Vous, les Français, faites tout à l'envers. Chez nous, les gentilshommes sont désarmés quand ils doivent approcher notre empereur. Oui, c'est que chez vous, l'empereur n'a nullement confiance en son peuple. Bien, fils. J'allais au Louvre, écrit Locatelli, en 1665. Je m'y promenais en toute liberté. Et, traversant les divers corps de garde, je parvins enfin à cette porte qui est ouverte dès qu'on y touche. Et le plus souvent, par le roi lui-même. Il vous suffit d'y gratter, et l'on vous introduit aussitôt. Le roi veut que tous ses sujets entrent librement. L'historien Franz von Brentano nous fait part également de cette petite anecdote. L'un de mes confrères de la presse parisienne se rendit à l'Élysée et demanda au concierge de voir le président de la République. « Mais on ne peut voir ainsi, monsieur le président. Avez-vous une lettre d'audience? Que désirez-vous » ?« Je désire voir le président. » Le concierge, bon enfant, proposa au visiteur de l'introduire auprès du secrétaire de l'Élysée. Et il s'en alla annoncer au secrétaire cet inconnu qui, sans aucun autre motif, voulait voir le président de la République. « Ce doit être un fou !» s'écria le secrétaire. « C'est très dangereux. Dites-lui qu'il m'écrive pour me demander audience. » Sous la monarchie absolue, un chacun pouvait aller voir librement le roi Soleil en son palais du Louvre ou en son château de Versailles. Sous notre libre démocratie, j'avais projeté d'aller offrir mes hommages au président de la République et je ne suis même pas parvenu jusqu'à son secrétaire. En 5e République, rien n'a changé. Essayez d'aller voir le président comme jadis on allait voir le roi à Versailles et vous verrez comment vous serez accueillis. Avec la justice, c'est quand le plus faible peut avoir le plus fort pour couper le cou des grands. Le problème il est là, ou des moyens, voire des moyens. Donc c'est ça l'idée de base. Et c'est d'ailleurs, même Badinter, pourtant, qui l'aurait cru, a loué la justice de Saint-Louis. Parce que c'est la justice personnelle qui vous écoute, qui a les éléments et qui a le pouvoir. Parce que maintenant, il faut payer déjà. Il faut payer. Bon. Et il faut payer, si vous avez un bon avocat ou un mauvais avocat, il faut payer à tous les sens du terme. Et en plus, et puis il faut trouver sa justice. Donc déjà, c'est perdu d'avance. Bon. Même déjà, La Fontaine en avait dit un Mangoulard. Donc je vous explique le système. Bon, mettons que vous avez choisi la diffamation. Bon. Et puis, la diffamation et pas l'outrage. Bon. Et puis là, vous dites, je veux l'exception de vérité. D'accord? C'est vrai ce que j'ai dit. Il battait bien sa femme. Déjà, il ne faudra pas seulement dire que c'est vrai, il faudra prouver que vous le saviez, vous aviez les preuves à produire. Alors vous avez entendu crier, les crier, vous l'avez vu, mais quelle est la preuve? Ah bah oui, bon, bref. Vous y passez. Alors là, vous dites, alors on vous dit, c'est très mal, vous avez dit ça, ça et ça et ça. Il y a par exemple 5 paragraphes. Alors, pour plaider l'exception de vérité, il faut dire, je prouve que c'est vrai. Mais quoi? Tout est vrai. Vous avez Napoléon qui rentre à Moscou sur un cheval noir en regardant une femme qui était au balcon, qui elle-même versait un peu de l'eau dans son pot de fleurs. Où sont les faits là-dedans? Bon. Alors, bon, quand vous dites par exemple, premier paragraphe, c'est vrai, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, c'est vrai. Vous croyez que vous avez vraiment fait ce qu'il fallait? Non, il y a une vous plaidez. hiérarchisation, mais... Alors après, le juge, en premier instant, vous dit, l'adversaire, l'avocat, donc je rappelle qu'il est auxiliaire de justice, hein, c'est la même famille, tout ça. Bon. Et bien il vous dit, vous n'avez pas dit quels sont les faits dont vous aviez prouvé la vérité. Donc vous n'avez plus droit à la vérité. Vous ne pouvez plus dire que c'est vrai. Alors après il reste quoi? Que vous avez dit que votre voisin bat sa femme, mais ça c'est une diffamation. Vous reconnaissez que c'est pas bien de dire que son voisin bat sa femme. Oui, même si c'est vrai. Non, 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 non. Bon, alors vous arrivez en appel. Vous dites maintenant, mais moi on m'a pas dit quels sont les faits qu'on me reprochait.
en appel. Hein, vous dites, ben, vous étiez de bonne foi au départ. Bon, de bonne foi, vous avez dit, bon, je vais vous prouver la vérité des faits. On vous dit, non, il fallait dire lesquels. Bon, puis avec un petit rire de l'avocat. Et alors on appelle, vous dites, ah, moi j'ai compris, vous-même, vous ne me l'avez pas dit. Il dit, vous avez raison, mais il fallait le dire en première instance. C'est trop tard. Donc vous êtes sur le train, c'est un peu le train de l'horreur, si vous voulez. On vous fait passer les trucs, on vous démolit les trucs, quitte à la fin, à ce que le juge, je vous dis, c'est une affaire précise, que je connais bien. Bon. Après, le juge trafique un texte. Parce qu'il se dit, ça peut passer en cassation. Et là, en cassation, il y a votre qui vous dit, ben, il dit, c'est faux ce qu'il a dit. Il a dit que c'était blanc, c'était noir. En cassation, on vous dit, non, non, à raison du pouvoir souverain du juge, des juges de fond, vous ne pouvez pas intervenir parce que la cassation ne juge pas en fait. Elle ne juge qu'en droit. C'est bon. Alors que la Cour, je veux dire, le Conseil du roi, jugeait aussi en fait. Donc c'est fait avec un certain ordre, avec des labyrinthes, avec un certain jargon, pour ne pas accéder à la justice. Eh bien c'est vrai pour tout. C'est qu'il y a un pouvoir, hein, dans tous les domaines, pouvoir scientifique, pouvoir économique, pouvoir financier, pouvoir démocratique, pouvoir judiciaire, je dirais même pouvoir religieux, qui fait que, pouvoir politique, tout est là, qui fait que tout le langage actuellement est fait pour empêcher d'accéder à la vérité, au bonheur, et compagnie, et compagnie. Voilà à peu près ce qu'on dit. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, une fois que le pouvoir est installé, c'est terrifiant. D'ailleurs, vous voyez les gens, il y a une obéissance incroyable actuellement. Incroyable. Personne. Vous avez l'enseignement. 80% des Français, je vous rappelle, ont manifesté au début de l'année contre la réforme de l'orthographe. C'est quand même pas rien. Ça a été acté. Ça continue. C'est-à-dire qu'il y a une soumission à l'autorité. Il y a un Dieu. C'est la loi. Absolument. La loi. Alors c'est la loi, les gens. L'autocensure aussi. Il y a une sorte de. Disons que la transsubstantiation. Il y a une sorte de transsubstantiation. Le crétin, quand c'est mis sous forme de loi, ça devient Dieu. C'est ahurissant. Parce que c'est toute cette bande de lascars que nous voyons incapables, rien, arrogants, insultants, outrageants, haineux, destructeurs de la langue, destructeurs de l'art, destructeurs de la santé, qui vous insultent à jet continu. C'est incroyable. Déni de justice totale. À Versailles, par exemple, vous avez un certain Hollande qui va dire qu'il faut défendre là le patrimoine, mais il le détruit moralement en France, à Versailles. Il a même voulu faire de Versailles le mémorial à la honte de la France. Mais c'est hallucinant. Bon, à travers le fameux... Donc, alors là, actuellement, dans cette attitude, alors ce qui est très important, c'est la rupture sémantique suivante. Autrefois, du temps de la langue française, il fallait justifier. Il y avait une logique. Maintenant, il y a le passage par l'opinion. C'est-à-dire ce qui compte, c'est pas la vérité, c'est pas le raisonnement, c'est que toutes les oies se mettent à jacter ensemble et de la cacophonie va naître la lumière. Encore une transsubstantiation extraordinaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la solution viendra toute seule. C'est-à-dire tout le monde, moi je pense ça, j'aime ça, tout à coup le miracle, toc, le Dieu vérité apparaît, le Dieu bonheur. Alors, ça fait quand même un certain temps que c'est le plus menteur qui est élu. Mais c'est normal, puisqu'il faut être élu. Donc c'est celui, le meilleur bonimenteur. La justice c'est étonnant, j'ai élu un bonimenteur, mais ils ne l'ont pas élu. Ils ne savent pas que les élections sont toutes truquées. Ça n'a aucun sens. Bon, ça s'appelle le... Et donc, il faut revenir, passer de l'opinion à la pensée. Et la pensée, c'est le raisonnement. C'est justifié. Et à ce moment-là, si on revient au raisonnement, on revient aux élites, à l'excellence, à la vérité, au bonheur, au salut et compagnie. C'est-à-dire que le seul salut de l'humanité... On revient à l'instruction aussi. On revient à l'instruction. L'instruction. Autrefois, il y a une chose qui est importante pour parler de spirituel. Quand vous lisez les textes anciens, vous voyez, vous êtes frappé d'une chose, c'est le souci de l'excellence. Alors évidemment, pour les chrétiens, c'est le salut. Bon. Mais vous prenez l'évangile sur les talents. Les talents. C'est une idée intéressante. Ça veut dire que chacun a son talent et qu'il faut le faire fructifier. Bon. Et donc, vous preniez l'ascenseur royal, parce que l'ascenseur démocratique, on a l'impression qu'il va vers le bas actuellement. Hein? Donc c'est en sous-sol, toujours plus bas. Bon. Donc l'ascenseur social, ça s'appelle la royauté. Et l'ascenseur social, c'est l'ascenseur des mots. Quels sont les mots qui sont en haut du langage? C'est royauté, c'est royal, c'est divin, ce sont des mots, c'est noble. Ça, c'est bon. Ce sont les mots. Et ces mots signifient que c'est la pyramide du langage, mais comme le langage, c'est la société, c'est-à-dire c'est ceux qui représentent les mots en haut, qui doivent être en haut de la pyramide. Et vous aviez l'obsession, ça passait quoi? Forcément par les qualités. Vous aviez par l'Église,
vous aviez par la noblesse, par les élites paysannes, par les corporations, donc tous les organes sociaux. On appelle ça les corps intermédiaires, ça ne veut rien dire. L'alambic, c'est pas un corps intermédiaire, c'est ce qui fait monter l'essence. Donc la société était un alambic à plusieurs réseaux qui faisait monter les essences, et l'époque de Louis XIV, qui ne me fait pas oublier ce qui a précédé, c'est le symbole justement de cet ascenseur démocratique, si on tient au mot, royal, si on n'est plus vrai, qui permettait aux meilleurs de monter. C'est ça le problème. Et maintenant, les meilleurs, c'est une menace. Les meilleurs, il faut les écraser. Donc, et ça a donné quoi? Une chose qui est vérifiable. C'est pas la peine d'aller dans les statistiques. Où est-ce que les riches dominants actuellement veulent aller? Dans les beaux quartiers. Mais évidemment, les quartiers historiques, dans les châteaux d'ailleurs. Ok. Et qu'est-ce qu'ils font quand vous avez Hollande qui se fait servir? Il se fait toujours avec un décor Louis XIV derrière. Ce sont des gens sans domicile fixe, voire sans papier. Ce sont des illégaux, ce sont des clandestins, ce sont des transfuges. Donc ce sont des coucous. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'architecture, ils n'ont pas d'art, ils n'ont même pas de service de cuisine, ils ne savent pas faire la cuisine, ils ne savent pas choisir le vin, ils ne savent pas parler français. Qu'est-ce qu'ils font là? Justement, c'est qu'il y a un système truqué. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont là, comme dans les camps de concentration et les capots. C'est-à-dire quand vous voulez faire garder des gens bien, vous prenez des capots. Vous prenez la lie, et alors, vous êtes sûr que les gens seront bien gardés. C'est tout, c'est toujours l'inférieur qui va dominer le supérieur. Donc c'est ça le problème de fond. Parce que, quand même, les Français sont étonnés quand ils voient le résultat. Quand vous votez, c'est pour le meilleur, vous avez le pire. Il faut voir si c'est truqué quand même. Forcément, c'est truqué. On peut dénaturer l'histoire, mais en dehors de toute idéologie, restent imperturbables les faits, et c'est eux que nous allons écouter. Commençons avec l'un de nos plus grands rois, Louis IX, ou Saint-Louis. Voici ce qu'il écrivait à son fils, le futur Philippe III le Hardi, dans son testament. « Cher fils, s'il advient que tu deviennes roi, prends soin d'avoir les qualités qui appartiennent au roi. C'est-à-dire que tu sois si juste que, quoi qu'il arrive, tu ne t'écartes de la justice. Et s'il advient qu'il y ait querelle entre un pauvre et un riche, soutiens de préférence le pauvre contre le riche, jusqu'à ce que tu saches la vérité. Et quand tu la connaîtras, fais justice. » En Ve République, c'est plutôt l'inverse qui s'observe. Nous y voyons la continuité du roi des Hébreux Salomon, fils de David, dont nos rois comme Saint-Louis continueront l'enseignement. Le jeudi saint, les rois très chrétiens accomplissaient eux-mêmes le rite du lavement des pieds, et cela jusqu'à Charles X, tout comme le faisaient et le font encore les évêques et les prêtres. Ce rite illustre la grande leçon du service fraternel, comme l'accomplissait notre Seigneur Jésus-Christ la veille de sa passion. Évangile selon saint Jean.